Bonjour, je me nomme Carmen Picard, présidente de la section Sherbrooke du Concours de musique du Canada, Canimex. Aujourd'hui, le balado, en présence de Sophie Cusson, qui est directrice des opérations artistiques et de l'éducation à Harford Music. Nous voulons vous la faire connaître parce qu'elle a un métier extraordinaire pour soutenir les jeunes musiciens ici au Canada. Ce balado vous est offert par la Ville de Sherbrooke et le ministère de la Culture et des Communications. Bonne écoute. Bonjour Sophie. Bonjour Carmen. Comment vas-tu? Oui, ça va très bien toi-même. Très, très bien, par cette belle journée très pluvieuse. Hein? Oui. On a... C'est correct, ça fait fondre la... arriver. Oui, c'est ça, ça fait fondre la neige qui reste pour l'hiver, c'est correct. Exactement, on est bien content de ça. Sophie, écoute, tu es notre invitée, la section Sherbrooke des Concours de musique du Canada. D'abord parce que tu es directrice des opérations artistiques et de l'éducation à Harford Music. Et aussi parce que tu es mon ancienne étudiante, alors je suis bien privilégiée avec toi. Et ce qu'on voulait surtout parler avec toi, c'est des métiers reliés à la musique. Alors, tu sais, on a beaucoup d'étudiants qu'on pousse en musique classique, tout ça, mais il y a des étudiants qui se dirigent vers des métiers qui sont connexes, puis c'est un peu de ça qu'on voulait parler avec toi aujourd'hui. Avec grand plaisir. Oui. Alors, écoute, moi, je commencerais d'abord savoir comment tu as commencé la musique, parce que tu as fait des études en musique quand tu étais plus jeune. Oui, mes parents ne savent pas trop d'où vient cet intérêt-là. J'étais arrivée quand même très jeune, avant même de savoir les mots, là, puis là, je voulais jouer du violon, puis je jouais avec deux bâtons comme ça, puis je sais pas, peut-être pas du bon bord, mais en tout cas. Puis on était quand même en campagne, je voulais jouer du violoncelle. Mes parents ne savaient pas d'où j'avais entendu le mot même. Bref, il n'y avait pas de professeur de violoncelle, mais ils m'ont dit, il y a du piano, est-ce que ça t'intéresserait? Puis, je suis embarquée sur le piano à l'âge de 7 ans, puis j'ai continué les cours privés, cégep, université, à cet instrument que j'adore. Alors, tu as fait vraiment tout le processus, là, la petite école, les cours privés. Après ça, tu t'es décidé à aller au cégep. Puis après ça, qu'est-ce qui fait que tu avais choisi l'Université de Sherbrooke? Toi, en grande partie. Okay. Donc, j'étais avec une amie, Cindy, qui avait eu une classe de maître avec toi. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, quand j'ai fait mes auditions à Montréal et à Sherbrooke, je suis aussi tombée en amour avec la région. C'est aussi pour ça que je me suis revenue ici m'installer avec mon mari, parce que c'est une magnifique région. Les deux, on n'est pas d'ici, mais c'est vraiment un bel endroit. Alors, écoute, après des études quand même de baccalauréat en musique, c'est quand même des études très intenses. Tu as décidé, toi, de t'en aller en... Qu'est-ce que c'est le cours que tu as fait après? Tu es allé à Montréal? C'est ça. J'ai fait le DESS en gestion des organismes culturels à HEC Montréal. En toute honnêteté, pendant mon bac, pauvre Carmen, j'ai passé pas mal plus de temps à organiser des activités dans l'association étudiante, des concerts, bénéfices, puis ça que de pratiquer à mon instrument. pauvre Carmen. Mais ça m'a quand même permis de réaliser que j'avais cette passion-là pour l'événementiel. Pour qu'est-ce qu'il y a en arrière, là, pas d'être sur scène nécessairement, mais de comment ça se passe, comment on fait pour arriver à pouvoir créer des concerts, des moments magiques pour le public puis l'artiste qui crée ensemble. Il y a toute une machine en arrière de ça, puis ça m'a quand même fascinée dès le début de l'université. Donc, qu'est-ce que c'est les événements que tu avais fait à l'université? L'opéra ou il me semble que tu avais... Oui, c'est ça. Fait que la première année, plusieurs parties de l'association étudiante. Juste ça, c'était quand même plusieurs événements à titre de trésorière aussi, m'assurer qu'on soit rentable. Puis, tu sais, de tout ce côté-là. Après ça, j'ai été... je pense que à la production pour l'opéra Cendrillon. Donc, vraiment gestion des horaires, partition, tout le décor. Puis pendant les événements, dans le fond, j'étais responsable des déplacements de décor, de s'assurer que les gens rentrent au bon moment. Donc, c'était vraiment magique comme événement. Après ça, j'ai aussi fait partie des comités pour événements bénéfices, le Requiem de Brahms qu'on a fait. Ça, c'était tellement beau. Donc, j'étais sur le comité pour
c'est ça, assurer que tout fonctionne bien aussi. Aussi beaucoup au niveau de la production que j'étais impliquée. Déjà, tu te sentais à l'aise à être entourée comme ça puis à prendre en main tous ces aspects-là. Oui, Tu te sentais à ta place. je me sentais à ma place. C'est un fort instinct pour où aller, être à la bonne place au bon moment. Par la suite, je dirais que cet instinct-là a fallu que dans mon travail, j'apprenne à moins me fier dessus puis à plus me préparer. Dans le fond, c'est quelque chose qui est devenu plus j'avançais dans ma carrière dans le fond, c'est ça, faire moins confiance à cet instinct-là puis de pouvoir davantage se préparer. Mais c'était quand même quelque chose qui m'a permis d'avancer rapidement. Là. Puis à HEC, dans le fond, j'ai été chercher vraiment, c'était 10 cours. Puis là, ça touche différents volets de la gestion d'un organisme, donc autant de la comptabilité que du marketing, que de l'événementiel, vraiment super large comme C'est ça que je peux te demander. Qu'est-ce que tu as appris au HEC? Est-ce que tu trouvais ça un peu aride après avoir été dans une faculté de musique? Ben, ce qui m'a le plus, je me souviens, c'est les lectures qu'on n'est pas habitué en musique. Puis quand tu arrives au DESS, dans le fond, c'est au niveau de la maîtrise. Fait ils s'attendent, dans le fond, c'est qu'il faut que tu fasses tes lectures préalables. Puis quand tu arrives au cours, ben, tu es supposé connaître la matière puis pouvoir être là pour échanger avec tes collègues. Puis poser des questions puis aller plus loin que ce qu'il y avait dans le manuel. Fait que ça, je dirais que c'était le gros changement par rapport à la musique, là, vraiment cette préparation-là pour les cours. Mais sinon, j'étais avec des amis quand même de l'Université de Sherbrooke, on était 4 qui étaient là. Puis, outre cette difficulté-là de juste apprendre, de travailler autrement, c'était super intéressant. C'est des professeurs qui sont passionnés de leur matière. Donc, rendu là, il faut juste te laisser aller et te laisser convaincre que c'est la plus belle chose au monde de faire de la comptabilité. Là. J'imagine qu'il devait aussi avoir des gens dans toutes sortes de milieux des arts. Il devait y avoir des gens autant en théâtre qu'en musique, c'est ça. Puis j'étais quand même dans les plus jeunes ou avec le moins d'expérience terrain, fait que d'entendre les autres qui avaient beaucoup plus d'expérience donner poser des questions avec des vrais exemples qui vivaient dans leur organisme, c'était super pertinent. Pour vrai, de le refaire aujourd'hui, j'aurais vraiment une autre appréciation de ces cours-là, puis vraiment de pouvoir aller plus loin. Mais ça m'a quand même permis, quand je suis arrivée dans le milieu du travail, de pouvoir parler à la comptable puis de comprendre c'est quoi qu'elle me disait, puis de pouvoir parler avec l'équipe des communications, puis pouvoir comprendre un peu c'est où que s'en allait. Donc, c'est quand même... c'est ça, d'avoir une meilleure idée. Là, puis on avait des cours comportement humain, donc juste apprendre à diriger une équipe, c'est de différentes personnalités, les personnalités difficiles. Donc, c'est un large éventail d'outils que je recommande à tout le monde qui veut travailler. C'est intéressant parce que tu parles des différentes personnalités, mais toi, tu as connu la pratique individuelle en musique classique. Il y a beaucoup d'heures de pratique individuelle. Oui. Est-ce que tu trouves que c'est des gens difficiles à manier ou faciles à manier, le fait que tu l'aies connu, toi, cet exercice-là? Tu parles des artistes en général? En général, le contact que tu as avec les musiciens classiques. Oui. Tu n'es pas obligé de tout nous révéler, là. Mais c'est certain que, dans le fond, ça a eu un impact complètement... Je ne serais pas à où est-ce que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu ce background-là de musicienne. Ne serait-ce que de pouvoir regarder un répertoire qu'un artiste m'envoie, puis de comprendre, puis d'avoir des références, de pouvoir savoir facilement c'est quoi que l'artiste a besoin avant qu'il arrive sur place, puis que tout soit en place, que le piano ne soit pas à l'envers. Il y a des éléments de base, mais il y a quand même beaucoup de choses que je ne pensais pas que je savais, puis que finalement, en arrivant sur le terrain, ben oui, il y a toute cette expérience-là. Puis juste, c'est niaiseux, mais tu es à l'arrière-scène, tu es responsable de régie, disons, ben tu t'assures qu'il n'y a personne qui a mis du gros parfum. Il y a un artiste qui arrive, il est dans sa bulle avant de rentrer sur scène. Il ne veut pas que personne parle trop fort et trop fort, que ça soit trop bruyant. On va le chercher à la dernière minute. De respecter la personnalité du musicien, de l'artiste qui va venir
tout donner à un public qui t'est cher. Tu veux qu'il rentre sur scène dans le meilleur esprit, dans le meilleur état d'esprit. Donc, c'est plein de petits détails. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à le fait d'entrer dans sa bulle. Tu sais, tu dis pas de parfum. Écoute, moi, je me souviens d'une époque où les gens fumaient à l'arrière-scène. Ah, mais j'avoue, oui. On est parti de loin, là. Moi, je me rappelle d'avoir dit à quelqu'un, ben écoute, je suis avec une flûtiste, ça serait bien que vous arrêtiez de fumer. Mais il y avait des gens qui le faisaient. Ben oui. Ben, c'est ça, tu sais, d'avoir une sensibilité à ce que la personne vit, de savoir que si la personne est irritable avant le concert, ben c'est probablement juste parce qu'elle est stressée, que c'est un stress, une anxiété, puis que faut pas que cette personne-là n'est pas horrible, là, c'est pas une mauvaise personne, c'est juste elle vit son stress différemment qu'une autre personne. Donc, de pouvoir respecter ça, puis prendre un verre après, puis relaxer, puis échangé avec l'artiste, ça a toute une autre signification. Puis ça permet d'aller un petit peu plus loin. Puis au niveau de l'académie de l'éducation, ben c'est ça, juste pouvoir dire, de comprendre qu'il y a certaines sensibilité de certains professeurs, certaines renommées, de pouvoir écouter un enregistrement audio d'une personne qui nous envoie est-ce que je suis de niveau ou pas pour venir à l'académie. Ben, tu sais, je n'ai pas besoin peut-être de l'envoyer à quelqu'un, à un de mes professeurs, je suis capable de l'écouter, d'avoir une bonne idée. Ben oui, on peut, tu sais, oui, ça vaut la peine, paye le frais d'inscription ou non, je suis désolée, tu sais, c'est pas ça. Donc, c'est sûr que d'avoir ce côté-là de musicien aide grandement. Là. Ah oui. Oui, c'est important. Puis, à ce moment-là, les étudiants, parce que là, tu parles de l'académie, les étudiants, ils font de la musique de haut niveau. Il faut le dire, hein, parce que quand même, c'est des professeurs renommés à Hartford. Alors, c'est souvent des étudiants qui se préparent pour des concours. Il y en a qui se préparent pour des concours internationaux. Il y en a qui se préparent aussi pour le concours Hartford, qui a lieu depuis une couple d'années. Alors, je veux dire, les conditions à Hartford pour aider ces étudiants-là, qu'est-ce que c'est, tu dirais, le lien privilégié que vous avez avec ces étudiants-là? Bien, dans le fond, l'idée encore là, c'est de pouvoir se mettre dans leur peau puis de dire, OK, je suis un étudiant. Le dimanche soir puis le lundi, organisez-moi pas d'activité. Je suis juste tellement stressée à rencontrer mon prof puis de jouer devant lui puis de jouer devant la classe pour la première fois. Ça sert à rien que j'essaye de faire des affaires. Le lundi, mardi, mercredi, parce qu'il arrive le dimanche, le début de la semaine, là, ils veulent pratiquer, puis ils veulent... Il n'y a rien d'autre qui compte. Fait que, mettons pas un concert le mardi, ils ne voudront pas jouer, ils ne sont pas prêts. Ben, même s'ils sont prêts, ils ne veulent pas y aller. Ils veulent pas y aller, c'est pas le moment. Fait que, ben, on va faire des concerts vers la fin de la semaine, on va étirer ça. Si on a des activités à leur organiser, ben, ça va être vers la fin de la semaine. De savoir, mais c'est qu'un quintet, ça prend avant, ben, ça prend 5 chaises puis 5 lutrins. Et que si c'est un trio de piano, violoncelle, violon, ben, ça prend 2 bancs de piano parce que le violoncelliste, il va probablement utiliser un banc de piano aussi pour... Tu sais, c'est des petits détails, mais si la personne n'a pas à chercher, n'a pas à... Elle arrive, puis ben, tout est à sa place. Que le professeur arrive, que sa classe soit là, qu'il soit dans des conditions acoustiques favorables. Ben, c'est tous des détails qui font en sorte que la seule chose qu'ils ont besoin de faire comme professeur, c'est de donner le meilleur enseignement possible à l'étudiant, puis l'étudiant, c'est de donner son meilleur pour le prof. Le but, c'est qu'il n'y ait pas rien d'autre autour. C'est ça notre travail. De faire de la musique. Fait, notre travail, c'est de créer, autant que ce soit en concert ou à l'académie au niveau de l'éducation, c'est qu'est-ce qu'on fait pour pas qu'il y ait de stress, pour que tout soit en place, pour qu'eux puissent faire ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire enseigner ou apprendre la musique. Ils sont là pour ça. Il n'y a pas d'autres raisons. Ils n'ont pas à gérer autre chose. Donc, c'est ça notre travail. C'est drôle, ça me fait penser, c'est une petite parenthèse, mais je pense à ça. Est-ce qu'il y a des étudiants qui sont blessés?
Parce que quand même, là, il y en a qui arrivent, ils sont intenses. Là, ils vont pratiquer toute la journée. Il doit y en avoir qui ont des blessures des fois. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Ça dépend. Dans le fond, on essaie d'avoir un service de massothérapie à chaque année qui vient. Si qu'une personne qui a une certaine sensibilité aux musiciens, si une personne se blesse, on ne l'enverra pas justement vers le massothérapeute. Là. Je dirais que les élèves qui se blessent, c'est ceux qui ont c'est arrivé avant, donc ils savent beaucoup déjà quoi faire. Ouais. Fait que dans le fond, on essaie de leur donner toutes les conditions pour ça. Puis après ça, ben, c'est d'assurer une bonne communication avec le professeur s'ils sont trop gênés pour en parler ou de créer encore la meilleure situation pour l'étudiant qui, peu importe comment il est, mais il reste que on peut l'amener voir un physiothérapeute qui est reconnu pour voir des musiciens, mais il y a une limite, dans le fond, de ce qu'on peut faire dans une académie d'été. Mais la meilleure chose, c'est d'écouter leurs professeurs qui vont leur donner tous les trucs techniques pour ne pas se blesser. C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère. Des fois, il est trop tard. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu dirais que c'est la force d'un endroit comme Orford par rapport à je veux dire, de quelle façon vous rayonnez pour les institutions? Je veux dire, pour nous, on a un lien vraiment privilégié parce qu'on peut avoir nos auditions nationales là-bas. Je sais que vous vous occupez même de Montessori. Là, il y a une école primaire qui a des activités. Alors, qu'est-ce que c'est le rayonnement que vous avez par rapport à l'institution, à l'académie, mais aussi à tout le reste? Oui. Bien, dans le fond, on a différents rayonnements, donc local, régional, international. Au niveau local, on est... c'est ça, on essaie de faire des partenariats avec différents concours, donner des bourses, faire des partenariats, louer nos espaces avec un certain rabais si c'est possible, de s'investir, de faire des partenariats avec différents organismes, la Maison Mary. Donc, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour s'investir dans notre communauté. On a effectivement l'école Montessori secondaire qui loue nos espaces. On s'occupe de leur programme de musique depuis le début. Donc là, on a une orchestre complète depuis cette année. Je suis vraiment excitée. Ah, formidable! Ouais. Donc, on a ça. On a une concentration en piano. Donc, c'est des élèves qui font tous un minimum de 2 heures de musique par semaine dans leur cours. Après ça, on offre des cours de musique privée. Puis on a aussi un programme des jeunes musiciens, l'Offer Music, qui est développé, c'est notre 4e année, si je ne me trompe pas. C'est en partenariat avec l'école Sainte-Marguerite. Puis on a 2 fondations qui nous soutiennent. Donc, encore là, beaucoup de travail d'aller chercher du financement. Donc, la Fondation Marcel Jean Coutu, puis la Fondation Christian Vachon. Puis, ça nous permet, dans le fond, d'offrir des cours de musique gratuitement à de 15 à 20 jeunes par année. Ils jouent du piano, du violon ou du violoncelle. C'est magnifique de les voir. Formidable. Puis ça, puis j'enseigne encore le piano. Puis j'ai vraiment les deux. Je suis dans ce programme-là, ça me touche énormément. C'est ça, il y en a que ça fait 4 ans qu'on suit. Donc, de voir l'évolution de ces enfants-là. Puis, il y en a pour qui c'est une petite différence dans leur vie, mais ça a quand même fait un fil conducteur à travers les différentes épreuves qu'ils ont vécues, à travers la COVID, d'avoir ce lien-là, ça fait une différence. Fait que ça, c'est au niveau local. Je pense que je peux parler longtemps, on est en train de développer d'autres projets, mais bon. Au niveau, c'est sûr, canadien, international, c'est beaucoup avec notre académie, où on va faire beaucoup de partenariats avec... On va aller chercher des professeurs on va essayer d'aller chercher dans toutes les principales universités de l'Amérique du Nord, en Europe. Et là, avec l'Académie virtuelle, bien, on a de plus en plus d'étudiants en Asie aussi. Donc, ça fait des horaires très intéressants avec des professeurs qui enseignent à 7 heures le matin jusqu'à 9 heures le soir. Ils font des blocs. Oui, c'est ça. Fait que c'est des beaux défis logistiques d'horaire. Mais donc, c'est ça, c'est vraiment d'avoir une vision globale à différents niveaux géographiques.
puis c'est le rayonnement qu'on essaie d'avoir. En tout cas, c'est ça que Orford, écoute, moi j'ai commencé à travailler là en 81, j'ai fini avec les classes de Starker en 94. Tous les étés, on était là. J'ai été étudiante avant, alors c'est sûr que c'était comme un must, autant que les concours du Canada chaque année. Écoute, ça faisait partie de notre cursus musical ici au Québec. Et puis, on a rencontré tellement de professeurs extraordinaires qui venaient d'ailleurs. Et puis, nos professeurs d'ici aussi qui amenaient leur classe. Et puis, à chaque année, on se retrouvait. Puis, écoute, on a fait bien des découvertes autres que musicales aussi. J'en suis certaine. Les académies d'été restent dans les mémoires pour longtemps. Ça marque, c'est aussi un âge, donc c'est 18-25 ans, donc c'est un âge où il n'y a pas de responsabilité beaucoup autre que d'apprendre son instrument. Fait qu'il y a une certaine liberté qui est merveilleuse, là, donc tout est possible à cet âge-là. Le monde est devant nous. Donc, puis c'est de favoriser ça parce que c'est beau, là, c'est ça qu'il faut. C'est des personnes avec cette passion-là qui vont faire en sorte qu'ils vont continuer même après si c'est difficile quand tu arrives après l'école. Puis moi, je me souviens d'un étudiant qui m'avait dit « Enfin, je peux parler des choses qui m'intéressent avec toute la table, tout le monde s'intéresse à la même chose que moi. » Alors, tu sais, souvent, les musiciens classiques, ils sont un peu à part dans leur école secondaire ou leur école primaire. Alors là, ils ont tous des atomes crochus pour la même musique. Alors ça, c'est un gros cadeau pour eux. Moi, ça m'avait marqué. J'avais fait le camp des Laurentides quand j'avais 15-16 ans. Puis c'était la première fois de ma vie que je n'étais pas une bébite bizarre. C'est ça. Qu'il y avait du monde autour de moi. Puis ce camp-là, je me souviens, ça m'a quand même permis, ça m'a nourri pour plusieurs années parce que je suis pas toute seule. Tu sais, pourquoi est-ce que j'aime la musique classique? Tu sais, s'il y a personne de mes amis qui aime ça, il y avait une autre personne dans une école de 2000 que j'avais au secondaire avec qui je pouvais en parler un peu. Puis c'était ça, donc, de pouvoir être dans un milieu où tu peux échanger, c'est tellement enrichissant. Puis, tu vois, c'est un autre détail. Notre cafétéria, c'est des grandes tables rondes. Oui. Sont vieilles. Oui. C'est des vieilles tables vertes de je sais pas quelle année. Essentiel, ces tables-là. Mais je le répète à mes collègues, si on les remplace, ces tables-là, ça prend d'autres grandes tables rondes c'est tellement beau l'académie de voir professeurs et étudiants autour de la même table échanger sur l'heure du dîner, sur plein de sujets, puis ça te permet de cette communion-là, parce que si on fait plein de petites tables de 2 personnes, on va perdre ça. Fait que quand dans le fond, tu sais, de réfléchir à qui on est, c'est quoi qui nous démarque, de voir c'est qu'est-ce qui est important pour nos clients, fait que nos professeurs, les étudiants. Bien, ça, c'est un petit détail, mais qui fait en sorte que c'est tellement riche que ça crée de la richesse sans qu'on ait rien à faire, juste avoir des grosses tables vertes. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Hein? Fait que, ben, c'est ça. Juste on peut les remplacer par des plus récentes, mais oui, des. Écoute, moi, je vois que tu as quand même un lien privilégié avec les jeunes. Je veux dire, parce que tu es autant en contact avec, des adultes, des maîtres établis, avec des jeunes. Vous n'avez jamais des gens plus jeunes que 18 ans? C'est arrivé quelquefois? Oui, à l'Académie, on a quand même ces 16 ans et plus qui peuvent venir seuls. On a des fois des 13, 14, 15, il faut qu'ils viennent avec leurs parents. C'est ça, c'est pour dire, c'est pas toi qui joues à la maman dans ce temps-là. Fait que, non, c'est ça, c'est vraiment, puis même les 16-17, les parents signent une dérogation, là, il y a un bar sur le site, on contrôle à qui on vend, mais il y a une limite de ce qu'on peut faire. Là. Fait que, non, c'est ça, puis c'est un bel endroit pour les jeunes, mais c'est ça, on s'assure d'avoir des ballons puis d'autres jeux pour ces plus jeunes-là, pour que justement les parents puissent les divertir un peu. Ouais. Mais, en tout cas, moi qui enseigne au camp des Laurentides, les jeunes, souvent,
je veux dire, ils ne sont pas habitués à pratiquer toute la journée. Alors, il faut qu'il y ait des activités, il faut qu'ils aillent se baigner, c'est l'été, il faut qu'ils bougent. Tu sais, rester assis des heures à un instrument, il faut avoir un gros programme là, pour soutenir ça toute la journée. C'est ça. Ben, il y en a que c'est vraiment impressionnant là, de les voir, même très jeunes, rester concentrés si longtemps. C'est vraiment impressionnant. Mais oui, effectivement, on s'assure qu'ils ont autre chose à faire, mais ça prend les parents pour aller à la plage ou aller faire autre chose. Puis même pour les plus vieux, là, à un moment donné, il faut faire autre chose. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que pardon, le fait que vous ayez un lien comme ça, je veux dire, avec tous les organismes. Pardon, moi, le Concours du Canada, c'est sûr que juste offrir une salle aussi belle à nos concurrents, c'est extraordinaire. Un vrai acoustique, un vrai bon piano. Parce qu'il faut le dire, là, pour les pianistes, c'est très rare qu'on joue sur un piano bien réglé, égal, qui ne fait pas de squeak, qui n'est pas faux. Non, mais je veux dire, pour moi, là, c'est très important. Puis, je veux dire, je trouve que déjà d'offrir ça à nos jeunes, pour nous autres, c'est extraordinaire. Puis, le décorum, de quelle façon ils s'habillent, ils invitent leurs grands-parents. Bon, là, cette année, c'est sûr qu'on n'aura pas de public dans la salle. C'est des années spéciales. Mais de voir toutes les familles qui se rassemblent, tout ça, je veux dire, je pense que c'est en tout cas un partenariat qui nous tient vraiment à cœur. Puis on t'en remercie vraiment beaucoup. Mais ça fait plaisir. C'est important de faire ça. C'est important que c'est des événements aussi qui vont rester marqués dans leur mémoire, de pouvoir faire ça. Puis si ça peut leur permettre d'avancer, de passer par-dessus les obstacles, continuer par les défis, de se souvenir, dans le fond, d'une expérience positive qu'ils ont eue, de pouvoir partager ça avec leur famille, c'est juste plus, là. Ouais. Tu dois être fier de voir des étudiants qui sont passés par Harford qui maintenant font carrière. Ben oui, c'est certain. On travaille tellement fort, au moins ça sert à quelque chose. Fait que même chose pour le CMC. Là. C'est des institutions qui sont plus grandes que juste nous. On fait que nos 70 ans cette année, c'est complètement fou. Donc, tu sais, de dire que ça fait 70 ans, c'est plusieurs générations de musiciens qui sont passés par Harford Music, des étudiants qui sont devenus professeurs et que c'est des étudiants de ces professeurs-là qui sont là aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose qui rend humble, de juste se dire qu'il faut faire le mieux possible pour l'organisation, pour la pérennité, puis que ces institutions-là soient là longtemps après nous. Là. J'aurais juste, avant de finir, peut-être une petite question par rapport à cause de la COVID, le lien maintenant que les jeunes ont avec la technologie. Parce que là, vous avez fait des cours sur Zoom, nous autres aussi à l'université. Les concours, on s'est souvent posé la question si c'était assez de bonne qualité pour être capable de faire un concours. Et puis, naturellement, il faut offrir un lieu où on peut avoir une certaine qualité d'instrument, un accompagnateur, tout ça. Alors, vous autres, comment vous êtes accommodés de ça, de la technologie? L'été passé, c'était assez rapide et go, on y va. Dans le fond, c'est de regarder c'est quoi l'opportunité que le virtuel offre. Donc, c'est certain qu'on peut offrir des cours pour beaucoup moins cher. Donc, on n'a pas d'hébergement de restauration à offrir, que les étudiants ont à payer. Donc, c'est quand même beaucoup de frais. Puis après ça, on travaille avec les pianistes accompagnateurs, les professeurs pour enregistrer les accompagnements pour que les étudiants puissent travailler avec ça. C'est pas l'idéal. Mais est-ce que tu as vu du progrès? Parce que quand même, là, ça fait un certain temps. Oui, dans le fond, l'année passée, on a eu environ 500 étudiants à l'académie, puis on a rencontré tout le monde, professeurs et étudiants, individuellement pour s'assurer
qu'ils savaient comment que ça fonctionnait, qu'il y avait un bon micro, que l'acoustique de la pièce était bonne, que la connexion Internet était bonne. Donc, vraiment, l'éducation, c'était une grosse partie de notre travail l'été passé, de pouvoir... j'ai passé des heures avec des étudiants de dire ah, mais, tu sais, as-tu une autre pièce? Cette pièce-là, elle a un peu trop d'écho. Ah oui, celle-là, c'est vraiment mieux. De pouvoir juste se placer. On avait acheté des micros à l'avance pour pouvoir les revendre à rabais aux étudiants. Donc, on avait offert un 50% à n'importe qui nous envoyait une facture juste pour s'assurer de la meilleure qualité. Il reste qu'une académie internationale, c'est une académie qui met de l'avant l'excellence. Donc, comment on fait dans des conditions pas excellentes? C'est ça. C'est quoi un de ça? Bon, ben c'est l'éclairage, la connexion Internet, puis un bon micro. Donc, il y a des choses qu'on pouvait agir, puis on a agi sur ça. Donc, c'est la même question qu'on s'est posée pour cet été. Puis, oui, je pense qu'il y a une habitude qui s'est prise. Est-ce que l'enseignement en personne va rester... Oui, c'est ça. Est-ce que tu penses que ça va entrer dans les us et coutumes là, des académies? Le virtuel, je pense que oui. Je pense qu'il y a peut-être une certaine... j'ai beaucoup de professeurs que j'aurais pas pu avoir, en fait, parce qu'ils ont des carrières un peu folles à l'international. Ils voyagent beaucoup. Puis cette année, justement, parce que c'est en virtuel, je pourrais cette semaine-là. Donc, ils n'ont pas besoin de voyager de Montréal, de l'Europe à ici, puis retourner en Europe pour une semaine. Donc, c'est ça. Donc, oui, je pense que ça va rester un peu. Est-ce que ça va être la majorité? Je ne crois pas. Je pense que la musique en personne va rester. Je pense que oui, je pense que c'est là pour rester. Mais en tout cas, ce qu'on se souhaite, c'est le retour des gens dans nos salles. Ah oui. Hein? Pour le festival cet été, c'est ça que je te souhaite. Merci. Puis, écoute, en terminant, je veux te remercier vraiment beaucoup parce que c'est tellement inspirant pour nos jeunes d'avoir justement, de voir qui les soutient, de voir qu'ils ne sont pas tout seuls et puis qu'on aime la musique qu'ils font, on veut les entendre et on va faire tout en notre possible pour que ça continue. Alors, je pense que c'est un grand mot d'encouragement que tu nous as offert là, Sophie. Puis garder espoir, puis peu importe les défis, ça vaut la peine de continuer puis de passer à travers ça. Si vous aimez ça, continuez. Il faut faire ce qu'on aime. Hein? Oui. Il faut faire ce qu'on aime. Oui. Ben, en tout cas, toi, tu as l'air d'apprécier beaucoup ce que tu fais. Tu as l'air d'aimer beaucoup ce que tu fais. Tu nous l'as vraiment partagé avec beaucoup de bonheur. Merci, Sophie. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Carmen.